Bonjour Evelyne Héron, tu es formatrice professionnelle, tu as été longtemps péricultrice, tu es auteure d'un livre que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Graines d'homme, édité chez Souffle d'Or. Et dans notre dernière webconférence, on va continuer à aborder les grandes étapes du développement du corps de l'enfant en lien bien sûr avec son cerveau. Alors, quelles seraient les grandes étapes du développement du corps de l'enfant entre ce moment où il est sur le ventre, sans possibilité de mouvement, et puis jusqu'à ses premiers pas? Alors, ça va suivre la myélinisation de son système nerveux, c'est-à-dire qu'avec cette notion de myélinisation du haut du corps vers le bas du corps, et donc il va y avoir petit à petit une prise de conscience de l'enfant, prise de conscience entre guillemets, parce que ce n'est pas tel que nous l'entendons, nous adultes. Mais en tout cas, l'enfant va petit à petit pouvoir mieux volontairement maîtriser ces parties-là de son corps, se les approprier et les expérimenter. Et c'est ça qui est important. Et qu'il va expérimenter ces parties-là de son corps, et ce n'est que par l'expérimentation qu'il va pouvoir véritablement s'approprier complètement son corps. Et donc, bien sûr, il va y avoir ce moment où il va commencer à ramper, qui est quand même un des premiers passages à ce moment-là, de se retourner du dos sur le ventre, et puis après, petit à petit, de commencer à poser ses genoux et s'appuyer sur ses genoux, où là, il y a toute une prise de conscience de ce qui se passe dans le bassin, c'est-à-dire que l'enfant renforce son bassin à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments particuliers. Le bassin va être comment dire, l'endroit du corps qui va porter tout le reste. C'est-à-dire que le bassin, c'est vraiment, il faut bien comprendre qu'il y a tout un temps d'appropriation de cette partie-là du corps. C'est sur cette partie-là que les jambes vont reposer et que le dos également va reposer. Donc, il y a quelque chose d'essentiel à laisser le temps pour que l'enfant s'approprie cette partie-là de son corps, d'une part, et qu'il la mature. Mais il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour qu'il mature cette partie-là de son corps. Ça va se faire spontanément. Et il faut faire confiance à cet élan de vie qui habite l'enfant et qui va lui montrer le chemin. C'est-à-dire qu'en lui, il va avoir les réponses spontanément pour aller explorer les parties de son corps qu'il a besoin d'aller explorer à un moment donné. Et donc, ça va se faire dans une continuité, dans une cohérence qui vont l'amener petit à petit à se mettre à quatre pattes, à se déplacer à quatre pattes, et puis petit à petit à un jour poser ses pieds par terre, c'est-à-dire que la plante de ses pieds va commencer à sentir le sol. Et il y a tout un tas de capteurs au niveau de la plante de pied qui vont commencer à rentrer en contact avec le sol, recevoir des informations, informer le cerveau et permettre justement à l'enfant petit à petit de pouvoir se mettre debout et de permettre cet équilibre de se mettre en place pour qu'à un moment donné, il puisse marcher. Est-ce que c'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas mettre tout de suite des chaussons ou des chaussures à son enfant, justement pour qu'il ait ces prises de contact avec le sol et que les informations passent mieux, ou ça n'interfère pas du tout? C'est très intéressant justement de ne pas mettre de chaussures, bien sûr, parce que ça va permettre aux pieds de s'étaler sur le sol. Le problème des chaussures, c'est qu'elles sont très rarement appropriées aux pieds de l'enfant au moment où il en est. Ce serait extrêmement coûteux si on voulait avoir toujours la chaussure qui va bien pour l'étape à laquelle en est l'enfant, ce qui n'est pas nécessaire. Et donc, plus l'enfant va être en contact avec le sol, plus sa plante de pied, justement, va pouvoir aller chercher toutes ces informations. Et c'est son cerveau qui va recevoir les informations, mais qui va lui permettre de mieux en mieux de poser ses racines et de pouvoir justement construire cette solidité au niveau de tout son corps pour pouvoir se mettre debout. Donc, mettre l'enfant pieds nus, c'est l'idéal, évidemment. Attention aux chaussettes. D'accord, donc on n'hésite pas, il ne va pas attraper froid au niveau de ses pieds, et au contraire, c'est un moment important justement dans l'élaboration du développement de son cerveau et de son corps. C'est très relatif la notion d'avoir froid. C'est quelque chose, c'est nous adultes qui analysons qu'il doit avoir froid. Mais j'ai vu des enfants évoluer dans de telles conditions quelquefois que, moi, je suis un petit peu sortie de ça. Dans le sens où, qu'adulte, je regardais des enfants évoluer et moi, j'aurais pas pu être pieds nus comme ils l'étaient et faire ce qu'ils faisaient et j'aurais été extrêmement mal à l'aise. Et eux étaient très bien. Alors, si on a envie de leur mettre quelque chose dans les pieds, on peut leur mettre… Il y a des chaussettes qui existent justement avec des petits tampons en dessous pour qu'elles ne soient pas glissantes.
ça peut être un moyen terme, hein, si on n'a pas envie que l'enfant soit pieds nus, pour que l'enfant soit à l'aise et pour qu'il ne glisse pas sur des chaussettes parce que les autres chaussettes seraient glissantes. Moi, personnellement, j'ai eu souvenir et j'ai souvenir que jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, je marchais pieds nus et je marchais pieds nus sur des cailloux qu'aujourd'hui, je ne serais peut-être plus capable de franchir pieds nus. Et donc, c'est incroyable les capacités qu'ont les enfants et puis peut-être notre manque de confiance ou de peur qui limite justement nos enfants à expérimenter et quel plaisir de sentir l'herbe, le sable, les petits cailloux, le parquet, le chaud, le froid. Et c'est des moments qui nourrissent le cerveau pour toi. Oui, qui sont importants aussi dans notre relation avec la terre. C'est vraiment une manière de s'ancrer aussi. C'est-à-dire que nous, adultes, on devrait marcher plus souvent pieds nus. Moi, j'avoue que je suis une adepte du pied nu. C'est une manière d'être en contact avec le sol, en conscience. C'est une manière d'être ici aussi, d'être bien présent. Et l'enfant, il a besoin de ça. Il a besoin justement de renforcer ses informations en contact avec le sol, hein, pour pouvoir après, effectivement, se mettre debout et puis marcher et courir. C'est important de faire confiance aussi à l'enfant. Il y a nos peurs et on veut toujours surprotéger l'enfant et éviter que l'enfant, qu'il ait froid, qu'il ait mal, voilà. Mais l'enfant, il a besoin de vivre ces expériences-là. Sur la région parisienne et dans certaines grandes villes, on voit des clubs de gymnastique baby se développer. Gym baby, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut que j'y emmène mon enfant ou pas, justement? Alors, je n'aurai pas de réponse catégorique parce que ça dépend tellement de la personne qui anime l'atelier. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de savoir quel est le parcours professionnel et la vision qu'a la professionnelle de sa pratique. Parce qu'il y a des approches qui sont très directives et qui vont être très nocives pour l'enfant et qui vont mettre même la maman en difficulté parce que c'est comme si la professionnelle s'appropriait l'enfant, vous voyez, d'une certaine manière, c'est moi qui sais, je vais vous montrer. Et ça, c'est terrible. Parce qu'on a au contraire à permettre à la maman de découvrir ce qui est approprié pour son enfant. Et qu'elle sente qu'elle le voit et qu'elle, elle peut être dans cette relation-là avec son enfant. Et de se rendre compte là où l'enfant il a besoin et là où il n'a pas besoin. La Fédération cardiologique de France nous a alertés depuis déjà quelques années sur le fait que les enfants ne jouent pas, ne font pas assez d'activité physique, que ça a du coup des répercussions sur leur système cardiaque et respiratoire. Est-ce que toi, tu constates dans la petite enfance justement moins de temps, moins d'espace sur ce mouvement libre, sur cette activité physique? Oui, c'est une évidence. D'accord, donc toi aussi, au niveau des petits enfants de moins de 5 ans, il leur manque du temps justement de liberté, de mouvement, de jeu qui est contraint par des appartements trop petits, par notre souhait de toujours tout maîtriser et justement de ne pas avoir un grain de sable dans la chaussure. Absolument. L'enfant a besoin de bouger en permanence. La pire des choses qu'on puisse demander à un enfant, c'est d'être sage et de ne pas bouger. Un enfant ne sait pas faire ça. Donc, si on demande à un enfant d'être sage et de ne pas bouger, quelque part, on le nie en tant qu'enfant. C'est clair. Et on va à l'encontre de ce qui est bon pour lui. Hein. Ce que j'aimerais aussi pointer, c'est l'utilisation des écrans. Avant 3 ans, aucun écran. Aucun écran. Il faut avoir, il y a vraiment tout un travail qui a été fait au CNRS de Lyon sur le développement du cerveau de l'enfant, justement, en lien avec les écrans. C'est dramatique, c'est-à-dire que on parlait des connexions qui se font au niveau du cerveau dans la toute petite enfance. On entrave le développement de ces connexions-là. Et on retarde tout un tas d'acquisitions pour l'enfant. Et il y a des acquisitions que l'enfant aura beaucoup, beaucoup de difficultés à faire après. Parce qu'au moment où c'était opportun, il n'a pas pu les faire. Pour consolider ton échange, le premier outil de l'homme, c'est sa main. Oui. Et ça fait des millions d'années que notre premier outil, c'est notre main et notre corps qui façonne aussi notre cerveau. Donc, ce manque de temps de manipulation et de mouvement, pour toi, comme tu viens de le dire, interfère sur du retard d'apprentissage? Ah, complètement. Complètement.
et on prive les enfants de toute une autonomie, de toute une expérimentation, de tout un savoir-faire, parce que l'enfant, il va découvrir des compétences à travers ça. Et on le prive de ça. Et donc, moi, je suis assez étonnée quand je vois certains adolescents aujourd'hui ils sont démunis. Ils sont démunis. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas gérer un quotidien. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire. Ils sont très mal avec leur corps, alors ce qui est naturel pour un adolescent, évidemment, mais c'est bien au-delà de ça. Donc, du coup, cette découverte du mouvement dans le corps chez l'enfant a des répercussions sur l'adolescence. Bien sûr, oui, oui. Parce que pour notre cerveau, il y a une cohérence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder les choses à l'inverse. C'est-à-dire que quand le cerveau développe certaines connexions, certaines compétences, il a besoin de l'expérimentation qui va avec. Et spontanément, l'enfant va le faire. C'est-à-dire que spontanément, l'enfant va aller vers cette expérimentation-là. Si on fait confiance à ce développement-là, on va juste être en réponse aux besoins de l'enfant dans son expérimentation. Et l'enfant va faire son expérience et il va passer à autre chose. Et là, ce sera intégré, ce sera appris, ce sera une base. Alors que si nous, en tant qu'adultes, on se dit, il faut ça, eh bien, on contrecarre ce qui est son développement naturel. Et en fait, on va le forcer à des choses, il n'est pas prêt et il ne le fera pas bien. Est-ce que pour toi, c'est une des pistes, parce qu'il y en a certainement plein d'autres, sur les difficultés d'apprentissage, d'attention et d'acquisition des savoirs à l'école? Ah, mais un des problèmes justement par rapport au problème d'attention des enfants, c'est qu'on ne laisse pas les enfants aller au bout de leur expérience. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est en train de jouer, regardez un enfant en train de jouer, il est extrêmement concentré. Mais il faut le laisser dans son jeu. Parce que c'est les bases justement de la concentration et de l'attention. Et si on laisse un enfant jouer dans son jeu sans interférer, eh bien, on va lui apprendre, entre guillemets, on va juste le laisser développer la concentration, on va le laisser développer l'attention. Et ce qui est important également, c'est de respecter son rythme. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin qu'on respecte son rythme. Il a besoin d'être sécurisé aussi. L'enfant a besoin de sécurité, par exemple, dans l'organisation d'une journée. C'est important que les enfants se couchent à une heure qui est une heure régulière, même s'ils n'ont pas vraiment envie de dormir, mais maintenant c'est l'heure d'aller se coucher, on va se coucher. Et qu'il y ait comme ça une rythmicité dans la vie de l'enfant, il y a besoin des deux. C'est-à-dire qu'il a besoin à la fois d'être innovant dans ses expériences et ses découvertes, et en même temps besoin d'avoir des repères fixes. Et donc, c'est les deux qui vont faire qu'il se sentira en sécurité, qu'il pourra expérimenter, aller au bout de ses expériences à son rythme. C'est-à-dire, nous adultes, ne pas être en attente de quoi que ce soit. Il est en train de jouer de cette manière-là, ben laissons-le jouer de cette manière-là. Et cette manière-là va être pour lui un enseignement. Moi, ça me fait penser à un petit garçon, par exemple, en crèche, qui était un petit garçon qui était très en retrait par rapport au groupe. Il avait 2 ans et demi. Et quand on proposait des puzzles ou des activités d'encastrement comme ça, il était toujours en difficulté, il se mettait en retrait et ça ne l'intéressait pas vraiment. Il regardait, c'est tout ce qu'il faisait. Et puis, un soir, il était resté quasiment tout seul dans la section, sa maman arrivant plus tard que les autres jours. Et moi, j'aime beaucoup m'asseoir dans un coin de la pièce et laisser faire. Je regardais les enfants, j'adorais les observer, regarder comment ils évoluaient, ce qui se passait entre eux, enfin voilà. Et je vois ce petit garçon qui prend les puzzles, mais qui ne les utilise pas du tout comme on avait l'habitude d'utiliser les puzzles. C'est-à-dire qu'il se met à construire toute une histoire avec les éléments du puzzle. Ce que moi, je n'aurais pas du tout imaginé. Je me suis rendu compte à ce moment-là comment moi, j'étais formatée. C'est-à-dire que quand j'avais un puzzle devant moi, la seule chose que je savais faire, c'était d'aller chercher les bons morceaux. Et bien, ce n'est pas du tout ça qu'il était en train de faire. Il était en train de faire complètement autre chose. Et il était complètement investi dans son jeu. Et c'était extraordinaire de le voir. Et donc, à un moment donné, je me suis juste approchée de lui. Quand il m'a regardée, je me suis autorisée à lui demander, à lui dire, raconte-moi ce que tu es en train de faire. Et il m'a raconté toute une histoire de ce qui était en train de se faire avec ces morceaux, qui étaient des morceaux de puzzle comme ça. Et pour lui, ça avait tout un sens, toute une histoire. Et voilà, et j'ai trouvé ça fabuleux que cet enfant, justement, il soit capable, vous voyez, il sortait du cadre. Mais lui, il avait une manière de s'approprier ce jeu qui était sa manière à lui. Et ce qui fait que ça nous a permis, après, avec le personnel, de laisser faire cette approche-là et de dire, mais
après tout, c'est vrai qu'on peut montrer aux enfants comment nous, on les utilise, les puzzles, comment on les fait, mais qu'il y a d'autres manières de faire et les laisser innover. Et les enfants, ils adorent ça. Pour finir notre échange, on va juste aborder un sujet qui pourrait être une vidéo à elle entière. Justement, cette fameuse étape des 2 ans, cette étape dite d'opposition. Qu'est-ce qui se joue au niveau de la maturité du cerveau à ce moment-là? Et qu'est-ce qui est important de faire ou d'être attentif à? Alors, au niveau du cerveau, c'est pas vraiment là que ça se passe, c'est plus au niveau de la personnalité de l'enfant que c'est en train de se jouer. C'est-à-dire que l'enfant arrive à un moment qui va ressembler quelque part à ce qui s'est passé au moment de la naissance. C'est-à-dire qu'au moment de la naissance, il y a eu un premier détachement par rapport à la maman. Et que là, il y a eu un détachement physique. Au moment des 2 ans, il va y avoir un autre détachement, une individuation qui va se faire, et l'enfant va avoir besoin de sentir qu'il existe en tant que personne. Et c'est là où ça demande aux parents d'être extrêmement attentifs à ce qui est en train de se passer et de ne pas prendre l'opposition de l'enfant au premier degré. C'est-à-dire, quelquefois, les parents ont l'impression que l'enfant s'oppose dans une quête de pouvoir. Ce n'est pas le cas. Ou s'oppose juste pour les embêter. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'enfant, à ce moment-là, il a besoin qu'on reconnaisse qu'il existe en tant que personne et qu'il existe en tant que je, parce que c'est un je qui est en train de se poser. Alors, c'est important, par exemple, que les adultes autour parlent à la première personne. C'est quelque chose que je dis souvent en conférence, parce qu'on entend « maman va te donner » ou « maman va faire ». C'est qui maman? Parce qu'il y a une personne en face de lui qui est en train de lui parler et elle lui parle de maman. Mais c'est qui maman? Vous voyez? Et donc, c'est très important de faire attention à la manière qu'on a de s'adresser à l'enfant et de le mettre à la première personne, je. Et on va donc inviter l'enfant à faire de même, c'est-à-dire à mettre à la première personne, et on va reconnaître qu'il est une personne à part entière et qu'il a le droit de ressentir ce qu'il ressent. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce qu'il veut, mais ça veut dire qu'on va valider son droit à ressentir ça. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, si l'enfant se met en colère, ce n'est pas la même chose de se fâcher, de le faire taire, ce qui est absurde, que de reconnaître sa colère. En lui disant, écoute, j'entends, tu es en colère, tu n'es pas d'accord, ok, je peux comprendre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est important, par exemple, que tu fasses les choses de cette façon-là. Et pour l'enfant, vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes dont on a déjà parlé, mais pour moi, c'est tout à fait fondamental de pouvoir poser ces bases-là. Je te reconnais comme ayant le droit de ressentir ce que tu ressens. Je te reconnais comme ayant le droit d'avoir le désir que tu as. Il se passe quelque chose de particulier dans le cerveau pendant cette période-là ou pas du tout? C'est au niveau émotionnel qu'il va se passer quelque chose, parce que l'enfant est en train de franchir une étape qui va aussi se passer avec le langage. C'est-à-dire que c'est une période où l'enfant il commence à investir le langage. Et le langage est une autre manière de rentrer en relation avec l'autre, mais dans une distance. Elle compose une distance. Et si on regarde bien, c'est très successif. C'est-à-dire qu'il y a la période où on va donner le biberon à l'enfant et où on va être dans un corps à corps. Et puis après, il va y avoir le moment où on va lui donner à manger, mais à la cuillère. On va se mettre en face à face. Mais on est toujours dans quelque chose qui est très oral et qui est très matière. Quand l'enfant va passer au langage, il va passer à autre chose. C'est-à-dire que c'est encore une autre forme de mettre de la distance avec l'autre, tout en restant en lien. Et ça va passer par le langage, mais aussi par la présence. C'est-à-dire que quand l'enfant vous dit non, il vous affirme qu'il existe. Il affirme qu'il a une présence et que sa présence doit être prise en compte. Donc, c'est intéressant de dire à l'enfant, j'entends ton non. Mais moi, ma question, c'était, est-ce que tu veux ça? Et là, vous allez voir. C'est très intéressant parce que vous avez l'enfant qui, dans un premier temps, vous lui posez une question par rapport à quelque chose, il va vous répondre un non sec. Et si vous le regardez, j'ai bien entendu ton non, j'ai bien entendu que tu avais besoin que je t'entende et que je fasse attention à ce que tu me dis. C'est OK. Mais maintenant, ma question, c'est est-ce que tu es OK pour ça? Et vous allez voir le changement, c'est que l'enfant va changer, il va se positionner autrement. Et ça, c'est important de dire à l'enfant, j'entends, oui, tu existes, j'entends ce que tu dis, j'entends aussi que
que tu as le droit de ressentir ça, que tu as le droit de ne pas être d'accord, par exemple, de ne pas être d'accord. Ça, c'est quelque chose de très important. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je suis ton parent et moi, je fais ce choix-là. Eh bien, Evelyne Héron, merci pour ce partage. Voilà. Juste un petit mot pour nos auditeurs qui nous écoutent. Eh bien, écoutez, moi, je leur souhaite beaucoup de plaisir et vraiment d'être des aventuriers dans la rencontre avec leurs enfants, parce que c'est une merveilleuse aventure, vraiment. Et ils vont apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Merci, à bientôt. Merci.